Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, de nous suivre. À tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On l'apprécie énormément. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes audio. On est sur Spotify. On est sur Amazon, on est sur Apple Podcast, partout où vous aimez écouter vos balados préférés, vous allez trouver Politiquement parlant. Salim, comment ça va? Écoute, ça va très bien, très bien. Et on est au mois de novembre. Il commence à faire sombre un peu plus tôt dans la journée, hein, tout le fameux débat sur le changement d'horaire. Mais tout va bien. On a un invité quand même spécial aujourd'hui. Et c'est un épisode, en fait, spécial. Souvent, on fait ça, on donne des petits cadeaux aux auditeurs. Donc, il y aura un deuxième épisode cette semaine pour tous ceux et celles qui s'abonnent à notre balado. Je te laisse le plaisir d'introduire notre invité. Notre invité est plus à présenter, bien connu du public. Il a été journaliste, il a fait un premier passage en politique, il est retourné dans les médias, puis un deuxième passage en politique. Et il est ni plus ni moins que le ministre de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drinville. Bernard Drinville, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour aux auditeurs téléspectateurs. Tout à fait. Premièrement, M. le ministre, merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Je sais que c'est très difficile d'avoir quelqu'un d'aussi occupé que vous et surtout qui occupe des fonctions aussi importantes au sein du gouvernement pour être là. Je sais que ça fait plusieurs mois qu'on parle de la possibilité que ça puisse se faire. C'est la preuve que c'est difficile. Alors, je vous remercie. George aussi, vous remercie pour ça. C'est très apprécié. On veut évidemment vous parler d'éducation. Et d'ailleurs, c'est même la raison principale parce que au risque de donner l'impression qu'on cherche à vous plaire, mais l'éducation, c'est probablement l'une des missions de l'État la plus importante qui soit. Moi, je dis d'ailleurs souvent que le ministre de l'Éducation, c'est le premier ministre de l'économie. Parce qu'en réalité, on forme les citoyens de demain. On leur donne quelque chose, on leur apprend à naviguer dans la vie et forcément, à un moment donné, c'est des acteurs de la société. Ils deviennent des acteurs de la société. À ce rythme-là, tu pourrais dire, c'est non seulement le premier ministre de l'économie, c'est le premier ministre de la citoyenneté. Exactement. Écoute, tu pourrais dire c'est de plus en plus le premier ministre de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Tu pourrais dire que c'est le premier ministre de la lutte contre le racisme. Donc, tu pourrais dire aussi le premier ministre de l'avancement de l'égalité entre les citoyens, en particulier l'égalité homme-femme. Et donc, on n'est pas loin de la laïcité à ce moment-là aussi, là. Alors, on travaille avec l'avenir du Québec. Puis moi, les gens, souvent, ils m'ont connu dans les médias. Hein? Et puis, encore en fin de semaine, je les rencontre, soit dans mon comté ou ailleurs. Puis, presque tout le temps, il y en a un qui va me demander « Ouais, mais là, vous devez vous ennuyer, là, vous avez tellement de gros dossiers, M. Drinville, vous devez vous ennuyer des médias, puis tout ça. » Puis je leur dis « Non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. » Puis deuxièmement, je leur dis « Je suis heureux. J'ai pas toujours du plaisir. » Il y a des matins, je me lève, là, j'ai une revue de presse qui est franchement assez accablante, là. Tu sais, j'ai comme... mettons, 8-10 histoires qui ne racontent pas, mettons, les aspects positifs du système d'éducation. Mais je suis heureux parce que je me lève le matin pour aller travailler pour les enfants. Puis ça a du sens. Ça a du sens. Moi, je suis un père de famille, c'est ce qui est le plus important à mes yeux. Parce que je pense que c'est la famille qui reste à la fin, c'est ce qui est le plus important à la famille. Mais d'aller travailler pour les enfants du Québec, là, ça a beau être pas toujours le fun, là, mais c'est extrêmement porteur de sens. Ça répond peut-être à une première question que j'avais, peut-être plus à la blague, parce que
on parle beaucoup avec des élus, des anciens élus, des staffeurs politiques actuels, puis des anciens staffeurs politiques. Puis en général, ils ont une chose en commun. Puis ça, c'est à tout parti confondu. Hein. Une chose en commun, c'est « Oh, ma vie semble plus heureuse maintenant que j'ai quitté la politique. J'ai l'air moins vieux. Je me sens que, tu sais, je respire mieux. » Ah, mais ça, George, ça se peut. J'ai pris 20 livres, moi, pendant la grève. Penses-tu que j'aime ça me voir des fois, là, quand je vois mon profil, là? Penses-tu que c'est sympathique, regarder mon profil? Non, mais c'est justement ça que je me demandais. Tu sais, vous avez quitté, donc je ne vais pas vous poser la question comment vous vous êtes senti quand vous avez... On la connaît, la réponse. Mais la question, c'était plutôt pourquoi retourner en politique? Vous n'aimez pas être heureux, faire l'argent, être en famille, vivre avec votre propre horaire? Ben justement, parce que je trouvais qu'à la radio, j'étais très heureux à la radio, moi. Hein, je venais de signer mon plus beau contrat, là, au-dessus d'1 million sur 3 ans. Là. Tu sais, c'est comme... J'avais des bonnes cotes d'écoute, ça allait bien. Mais je sortais des ondes. Puis parfois, je marchais entre la station puis l'appart. Puis je me disais, qu'est-ce qui va rester du 3 heures que je viens de faire en ondes, là? Puis des heures que j'ai mises pour préparer. Puis quand le PM il m'a approché pour retourner, je me suis posé la question, de quoi suis-je le plus fier professionnellement là, dans ma vie? Là? Parce que là, moi, je viens de frapper les 60 ans. Là. Puis ce dont j'étais le plus fier, c'était les lois que j'avais fait adopter, puis le débat sur la laïcité que j'ai fait avancer. Puis là, le PM, il me donnait l'occasion de pouvoir à nouveau contribuer, puis de laisser une petite trace, de contribuer un peu à l'avancement de ma société, de notre Québec. Ben, moi, je trouvais que, tu sais, si tu veux redonner, si tu veux contribuer à la société, moi, je pense que la politique, c'est un excellent moyen de contribuer. Puis, tu peux peut-être contribuer d'une manière qui va durer dans le temps, ou en tout cas pendant un certain temps, puis qui va certainement durer plus longtemps qu'une émission de 3 heures à la radio. Tu comprends? Monsieur le ministre, vous êtes ministre depuis 2 ans maintenant de l'Éducation. Puis, moi, ce que j'ai décelé, c'est qu'il y avait en vous une certaine passion pour le dossier que vous portez. Là, vous avez dit que vous aviez été ministre des institutions démocratiques dans un autre temps. Vous êtes fier de ce passage-là. Je suis fier des réformes démocratiques. Là, que vous avez mis en place. Le système de financement des partis, les élections à date fixe, le vote sur les campus, puis la charte des valeurs, la charte de la laïcité. Qui n'avait pas été adoptée, mais en tout cas que vous aviez mené... qui a ouvert le chemin pour la loi 21. C'est ça. Ouais. On reparlera d'ailleurs de la loi 21 un peu plus tard, mais... je sens quelqu'un qui est passionné par son dossier. Là, il n'y a pas de jugement de valeur dans le sens... je ne suis pas dans le jugement des politiques qui sont mises en place. Je parle d'un point de vue purement sentimental. J'ai comme l'impression que c'est un dossier qui vous tient à cœur. Oui, pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est que de travailler pour les jeunes, de travailler pour les enfants, pour moi, c'est comment tu veux... Comment tu peux ne pas être passionné quand tu peux, par tes décisions, puis par les gestes que tu poses, puis par les changements que tu apportes, comment ne pas être passionné par cette possibilité que tu as d'améliorer l'expérience des élèves à l'école, d'améliorer la qualité de l'éducation qu'ils reçoivent, de faire une différence dans par exemple, la capacité qu'on a de leur donner des bons enseignants, de leur donner des belles écoles, de trouver des moyens de former des enseignants d'une autre manière qui va nous permettre de résorber la pénurie, d'améliorer possiblement l'enseignement du français qui est un véritable problème. On le voit avec les examens ministériels. Écoute, c'est fantastique l'éducation pour ça. C'est sûr que tu es confronté à des limites. Tu es confronté à des obstacles, tu es confronté à des résistances. Salim, m'a dire, il y en a du lobby au pied carré là,
en éducation. Puis moi, je suis confronté à... Il y a 2 grands lobbies jusqu'à maintenant qui n'ont pas nécessairement toujours collaboré comme je l'aurais souhaité. Les syndicats, bien entendu, et aussi les facultés d'éducation. Hein? Parce que moi, j'essaye d'ouvrir... j'ai amené le débat sur la pénurie, puis comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles façons de former des enseignants. Et puis, j'ai beaucoup poussé l'idée qu'un enseignant qui est déjà dans une classe, qui a un bac, mais qui n'a pas de brevet, bien, on devrait lui donner la possibilité d'aller chercher son brevet en échange d'une formation de base en pédagogie. Bon, et il y a beaucoup de résistance au niveau des facultés d'éducation, des universités. Là, ça commence à bouger. Il y a des universités qui commencent à apporter des modifications à leur programme, puis qui commencent justement à reconnaître qu'il faut davantage de souplesse dans la formation des maîtres, dans la formation des enseignants, si on veut être capable de résorber la pénurie. Parce que, Salim et George, les chiffres sont très clairs. La pénurie risque de s'accentuer au moins jusqu'en 2030 si on ne trouve pas des moyens d'attirer des nouveaux jeunes et d'amener des personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont un bac, qui auraient peut-être le goût de passer à l'enseignement, de les amener vers le brevet d'enseignant. Mais pourquoi il y a un problème? Parce que moi, ça paraît quand même assez logique. S'il y a quelqu'un qui a les connaissances nécessaires, tout ce qui manquerait, c'est l'aspect pédagogique là, pour enseigner. Pourquoi est-ce qu'on vous met des barrières? Là, ils vont répondre à ça. Là. Je ne parlerai pas en leur nom, mais je te donne des exemples de réactions que j'ai pu avoir. Ils vont dire, c'est du nivellement par le bas. Ça n'a pas de bon sens de permettre, par exemple, à quelqu'un qui a un bac en histoire de faire un 30 crédits puis d'avoir son brevet en contrepartie parce qu'il n'a pas une base suffisante en pédagogie. 30 crédits, c'est pas assez. Puis moi, je leur réponds, un peu comme tu le dis, elle maîtrise déjà son contenu. Elle est déjà dans les classes. Ça, c'est comme si ça ne leur rentrait pas dans la tête. Ils sont déjà dans les classes. Ce sont des enseignants NLQ, comme on appelle, non légalement qualifiés, ce qui veut dire sans brevet. Mm-hmm. Donc, on a besoin de ces enseignants-là. On ne veut pas les perdre, là. On a besoin de ces enseignants non légalement qualifiés. Ils sont déjà dans les classes. Ils enseignent déjà aux élèves. Il y en a là-dedans qui sont très bons. Ils sont identifiés par les centres de services scolaires pour justement aller chercher ce 30 crédits. Parce que les centres de services vont payer pour le frais de scolarité. Dans certains cas, vont les libérer un peu pour lui permettre de passer les examens ou enfin de compléter cette formation-là. Mais malheureusement, il y en a, qui sont encore dans un état d'esprit qui existait il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on avait beaucoup d'enseignants. Ouais. Puis ça prenait des années avant que l'enseignant ait sa permanence. Aujourd'hui, si tu sors avec un brevet, là, on va te dire, tu ne resteras pas précaire bien longtemps, là, parce que des jobs, il y en a comme ça. Tu sais, des postes d'enseignants, il y en a comme ça. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut, mettre de côté la formation pour devenir enseignant-enseignante. Le bac en enseignement, il faut le conserver. Mais ce que je dis, c'est que parallèlement à ça, il faut ouvrir une nouvelle voie. Et là, il y a de plus en plus d'universités qui le font. Mais malheureusement, il y en a des grosses universités comme l'Université de Montréal, l'Université de Laval, qui sont des grandes facultés d'éducation, qui résistent toujours. Alors, quand tu veux faire des changements, là, Georges, là, quand tu veux faire des changements dans une grosse machine comme l'éducation, dans un grand réseau comme celui de l'éducation, c'est sûr que tu vas avoir des personnes ou des groupes qui vont se lever pour te ralentir ou même pour t'empêcher de faire les choses. Alors, justement, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, selon votre compréhension et vos échanges avec ces parties prenantes-là, que ce soit les syndicats d'un bord et les facultés de l'autre bord, pourquoi résistent-elles à ce changement-là? Comme je te dis, moi, je pense qu'on
on propose des façons de faire qui sont nouvelles et ils s'accrochent à un passé qui est révolu, qui ne répond plus aux besoins actuels. Mais ils rêvent encore d'un environnement scolaire qui malheureusement n'existe plus. Tu sais, je te donne un exemple. Là. Je viens de parler des facultés d'éducation, je vais vous parler des syndicats. On vient de lancer une campagne là, de valorisation de l'éducation. C'est une belle campagne. Là, on voit les publicités à la télé. Là. C'est la publicité, là, on voit une enseignante devant la classe. Puis là, à un moment donné, les élèves ouvrent leur bureau. Puis quand ils referment le bureau, on voit ce qu'ils sont devenus. Alors, il y en a un qui a un casse de construction, il y en a une qui est juge ou je sais pas quoi, il y en a un autre qui est médecin. Alors, on voit là, la panoplie d'occupations là, qui sont les leurs et auxquelles ils ont pu... quel est le bon mot? Auxquels ils ont pu arriver, si on peut dire, grâce à l'éducation qu'ils ont reçue. Alors, il y a cette publicité-là qui est très réussie, puis il y a 3 capsules également qu'on a fait qui visent à utiliser les gains qu'on a fait dans le dernier contrat de travail, l'augmentation de salaire, l'augmentation des permanences, les aides à la classe, donc une deuxième adulte. Donc, 3 capsules qui sont diffusées sur les réseaux sociaux pour justement parler aux jeunes qui se demandent qu'est-ce qui me rendrait heureux, qu'est-ce qui me rendrait heureuse sur le plan professionnel, pour essayer de les convaincre de choisir une carrière en éducation. Pas juste nécessairement l'enseignement, mais une carrière en éducation. Il y a une de ces 3 capsules-là qui est moins appréciée parce que on utilise l'humour, bon, et donc ça a été critiqué. Moi, j'ai pas de problème avec la critique. Si tu as des problèmes avec la critique, fais pas de la politique. Bon. Alors, il y a un des 4 messages, 3 capsules plus la campagne publicitaire à la TV, qui est plus controversé. Semaine passée, une couple de jours de ça, les syndicats sortent pour dire « c'est assez effrayant, ils nous infantilisent, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, je suis comme « OK, tu peux la trouver moins bonne, mais parle-moi des 3 autres. Parle-moi des 2 autres capsules, puis surtout la campagne qui est en ondes. Puis dis-nous, si tu veux chialer contre celle-là que tu n'aimes pas, parle positivement des 3 autres. » Et systématiquement, ils ne sont pas capables de parler de ce qui va bien, des belles choses qui se font en éducation. Et je passe mon temps à le dire, ça, aux leaders syndicaux, puis dans des entrevues comme celle que nous faisons présentement. Chers syndicats, faites votre part pour changer le narratif autour de l'éducation parce que vous contribuez au problème de la pénurie en étant constamment négatif. Critiquez, il n'y en a pas d'enjeu. Relevez les problèmes, il n'y en a pas. Évidemment qu'on les relève, les problèmes. On n'a pas le choix. On est toujours en processus d'amélioration continue. De toute façon, les médias font très bien ce travail-là. Mais aidez-nous à vous aider. Aidez l'éducation, aidez à recruter, aidez à valoriser. Si vous voulez que des jeunes choisissent les métiers de l'éducation, votre job, c'est pas de constamment taper sa tête des problèmes. Votre job, c'est aussi de dire, dans les écoles, chaque jour au Québec, il se passe des choses extraordinaires. Il y a des enfants qui apprennent. Il y a des enfants qui reprennent confiance en eux. Il y a des enfants qui vivent de l'anxiété, qui vont finir la journée avec un sourire. Il y a des enfants qui vont bouger. Il y a des enfants qui vont... Pas tard, parlez-en. Comprends-tu? Ah oui, ça va. Et ils sont juste pas capables. Puis honnêtement, je suis un peu exaspéré. Je pense que vous l'entendez dans mon ton parce que je me dis, vous contribuez à un problème alors que vous pourriez contribuer à la solution. Et ce faisant, vous vous aideriez vous-même parce que vous auriez davantage de levier. Il y aurait davantage d'enseignants qui choisiraient l'enseignement. On réduirait la pénurie.
On aurait donc davantage de leviers, de moyens pour s'attaquer à certains problèmes bien réels comme la composition de la classe. La raison pour laquelle la composition de la classe actuellement, c'est difficile de s'y attaquer, c'est parce qu'on a un problème de pénurie. On a un problème de pénurie parce qu'on a de la difficulté à attirer les jeunes en enseignement. Et une des raisons pour lesquelles ils viennent pas, c'est que tout ce dont ils entendent, plus souvent qu'autrement, c'est ce qui va mal. Fait que si tu veux, à un moment donné, changer le spin, fais ta part, bonhomme. Oui. Tu comprends? Et donc, c'est ça qui me... Alors, moi, je perds pas espoir parce que je me promène dans les écoles. Aujourd'hui, j'ai inauguré 2 belles écoles, là. Une à Mirabel puis une autre à Longueuil. Demain, j'en inaugure une autre, puis mercredi, 2 autres. 5 nouvelles écoles cette semaine. Je vais te dire une affaire. Quand je me promène dans les écoles, là, les enseignants sont contents de me voir. Ils sont pas tous contents de me voir, mais la majorité sont plutôt contents de me voir. Et puis si je te dis pas, là, c'est pas plastique, c'est pas cosmétique. Tu rentres dans une classe, à un moment donné, t'es à l'écart un peu, puis là, on se parle à voix basse. Puis on se dit les vraies affaires, tu comprends? Puis je sens pas le méchant ministre de l'Éducation qui vient me voir dans ma classe, mais c'est quoi cette affaire-là, tu comprends? Non, elle est contente de me voir, l'enseignante, tu sais, parce qu'elle le sent, je pense que je veux la même chose qu'elle, je travaille pour les enfants comme elle. Et puis moi, je pense qu'il y a plein d'enseignants, puis d'enseignantes, puis de membres du personnel scolaire qui voudraient un changement de narratif, voudraient que leurs représentants syndicaux changent de toune, puis soient beaucoup plus équilibrés dans leur discours et contribuent ainsi à changer le narratif, à faire en sorte que notre façon de parler d'éducation soit beaucoup plus positive. Sans nier les problèmes, Salim, sans nier les problèmes. Et contribuer ainsi à revaloriser, puis éventuellement à recruter, puis éventuellement à aider à résorber la pénurie. Oui. Alors, comme on l'a tous suivi l'année passée, bon, il y a eu les grèves, etc. Ça s'est quand même soldé, mais soldé quand même à un coût quand même assez important pour le gouvernement. Donc, oui, mais Salim, moi je t'arrête là parce que... C'était qu'une prémisse. Non, mais je sais où tu t'en vas, puis c'est correct. C'est vrai que ça a coûté cher. OK? Mais c'est un investissement extraordinaire. C'est un investissement extraordinaire, Salim, qu'on a fait. Puis moi, je vais te dire une affaire. Quand on décide qu'après 13 ans, une enseignante avec un brevet, elle sort de l'université à 24 ans, à 37 ans, elle va faire 109 000 avec la nouvelle convention. On crée 5 400 nouvelles permanences pour réduire la précarité. On fait un investissement de plusieurs centaines de millions par année pour amener une 2e adulte dans la classe pour aider cette enseignante dans des groupes en particulier qui ont des difficultés, où il y a des élèves avec besoins particuliers, etc., etc. Écoute, je n'ai pas fait une révision scientifique, là, on va laisser ça aux historiens, là, mais d'après moi, ce contrat de travail, c'est un des plus importants investissements en éducation de l'histoire du Québec, en tout cas certainement de l'histoire récente. Et ça participe de notre volonté comme Québécois, puis comme gouvernement, à revaloriser justement. Puis, regarde, peut-être pas ça ta question, mais je vais te donner cette réponse-là pareil. Oui, vas-y. Oui, tu as raison que ça a été négocié. Et donc, les syndicats qui l'ont négocié pourraient clamer victoire, tu comprends? C'est là où je m'en allais. c'est comme, écoutez, quand c'est le temps de déclarer victoire, tu déclares victoire. Tu dis, regardez ce qu'on est allé chercher plutôt que de chiquer la guenille. Mais c'est là, monsieur le ministre, c'est exactement là où je m'en allais. Dans le fond, quand je dis ça a coûté cher, c'était pas un reproche. Quand je dis ça a coûté cher, c'est parce que je pars du principe justement que les syndicats ont fait des gains significatifs. Je suis pas là pour juger si c'est bon ou mauvais. C'est vraiment, je l'apporte comme un fait. Juger. Non, mais je Salim, sais. Tu peux juger. Non, mais moi j'essaye d'avoir un échange constructif. J'essaye pas à aller de. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, les Québécois peuvent s'attendre, à partir du moment où les syndicats ont fait ce genre de gain-là, à ce que les syndicats collaborent avec le gouvernement pour justement... tu dis les citoyens, ils s'attendent à ça?
Ben, les Québécois s'attendent à ça. Mais tu as raison. Mais bien sûr. Ben, je veux dire, oui. les citoyens, c'est aussi des contribuables Mais- là-dedans et c'est leur argent qui va là. Salim. Bien sûr. Et donc, oui, c'est raisonnable qu'au terme de ce contrat de travail, surtout que là, tu dis, écoute, là, on est loin de la prochaine négo. Là. Si on était à 1 an de la prochaine négo, tu dis, OK, là, ils se remettent en mode, là, tu sais... Regarde, il faut identifier les enjeux sur lesquels on veut faire des gains. Bon, nan. Mais là, on en sort de la négo, là. Puis elle a été difficile, celle-là. Là. Moi, là, j'ai encore de la difficulté là, à accepter là, qu'on a fait vivre à 40% des élèves du Québec une grève de 5 semaines. Là. Moi, je vis pas bien avec ça. Là. Je l'ai accepté, là, mais j'ai trouvé ça très, très, très difficile là, parce que l'école, elle existe pour les enfants. OK? S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école. À un moment donné, il faut se recentrer là-dessus. Là. Et donc, oui, tu as raison de dire qu'au terme de ce contrat-là, il aurait été raisonnable de dire, en tout cas d'espérer, d'attendre du mouvement syndical une espèce de trêve où on dit, OK, pendant 2 ans, pendant 3 ans, on met l'accent sur ce que nous avons été chercher, puis on s'en sert pour attirer des nouveaux talents, changer le narratif, montrer ce qui se fait de beau en éducation. Bref, un discours beaucoup plus constructif, un syndicalisme constructif. Oui. Tu comprends? Mais ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Je n'en doute pas. Puis, en tout cas, ça engage que moi, bien sûr, là-dedans, mais l'observation que j'en ai fait, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a ce genre de gain, on peut aussi faire preuve d'une certaine flexibilité, au moins un certain temps, pour faire avancer les choses. Mais là, monsieur le ministre, c'est certain aussi que les défis de l'éducation, les défis du portefeuille important que vous portez ne sont pas juste liés, bien sûr, à des questions de syndicats. Là, vous parliez, par exemple, d'inauguration d'écoles. Vous en faites 5 cette semaine. Donc, il y a aussi de l'investissement dans les infrastructures. Il y a une espèce de rattrapage, j'imagine, qui est en train de se faire là. Absolument. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de ça? Avec plaisir. Alors, moi, dans toutes les inaugurations, je répète constamment 2 chiffres. 9, 23. 9, 23. 9, c'est quoi? C'est 9 milliards qu'on investissait dans le parc scolaire il y a 6 ans, donc lorsque la Coalition Avenir Québec prend le pouvoir en 2018, il s'investit 9 milliards sur 10 ans pour rénover, agrandir, construire de nouvelles écoles. 6 ans plus tard, on est à presque 23 milliards, une augmentation de 150 %. Pas rien que je vais inaugurer cette année 25 écoles. L'année prochaine, presque tout autant. Ça coûte combien de construire une école? Ben, regarde. Environ. Là. Aujourd'hui, l'école primaire que j'ai inaugurée, c'était 40 quelques millions. Et l'école secondaire, c'était 160. Ah ouais. Mais il y a des écoles secondaires qui coûtent plus cher que ça. Là. Oui, j'imagine bien. Bien sûr. Et alors, c'est sûr que la flambée des prix, la flambée des coûts de construction a fait en sorte qu'une école, mettons, qui devait coûter 20, dans certains cas, elle va en coûter 40, là. Alors, c'est évident qu'à ce moment-là, le nombre d'écoles que tu peux construire, tu ne peux pas en construire autant avec le même argent, mais il n'en demeure pas moins qu'une augmentation de 150 %, c'est quand même colossal. Et la difficulté que nous avons, Salim, c'est que, et Georges, c'est que nous avons construit nos écoles. Enfin, il y a beaucoup de nos écoles qui ont été construites dans les années 50, 60 et 70. La date de construction moyenne d'une école au Québec, c'est l'année de l'Expo. 1967. OK? 1967. Fait que, c'est quoi ça? Ça fait 57 ans, ça? Je me trompe pas? Oui. Alors là, l'âge moyen d'une école au Québec, c'est 57 ans. Et donc, on a beaucoup construit, mais on n'a pas suffisamment maintenu, entretenu. Et là, donc, il faut faire un gros rattrapage au niveau des rénovations. Dans certains cas, il faut agrandir l'école parce que la population autour a augmenté. Et aussi, il y a plein de quartiers qui ont poussé, qui sont nés un peu partout au Québec.
et pour lesquels il faut construire des nouvelles écoles, des écoles neuves. Puis elles sont magnifiques, les nouvelles écoles. Je ne sais pas si vous les avez vues, là. Je sais pas. Écoutez, dans l'école de quartier, honnêtement, elle n'était pas neuve, mais rénovée. Et honnêtement, elle est absolument magnifique. Moi, j'ai observé ça. Je pense que ça a été rénové il y a environ peut-être 4-5 ans. Là, mais... Moi, je vais vous dire, là, si vous avez la chance de visiter une nouvelle école, ce qu'on appelle les écoles nouvelle génération. Là. Donc, ces écoles, ce sont des écoles qui... la classe est plus grande d'abord, le pied carré ou le mètre carré par élève est plus important. Les couloirs sont plus larges, les plafonds sont plus hauts. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'ouverture. Il y a du bois, c'est très chaud. Il y a des gradins qui devient un peu le cœur de l'école. Il y a des beaux gymnases, il y a des belles cours d'école, il y a des espaces collaboratifs, c'est-à-dire des endroits où l'élève peut se retirer avec d'autres de ses camarades. Puis là, l'enseignante peut prendre à part quelques élèves. Puis, mettons qu'ils ont un certain retard en français ou en mathématiques, bon, ben, il va y avoir du co-enseignement qui va se faire. C'est-à-dire, l'enseignante voisine du même niveau va prendre toute sa classe et la classe de la prof d'à côté. Et la prof d'à côté va prendre des élèves à part dans ce petit coin-là pour les faire avancer davantage sur certaines matières. Alors, toute cette espèce de flexibilité-là est possible dans les nouvelles écoles. Maintenant, on a au-dessus de 3000 écoles. Fait que faites le calcul. Là. Moi, j'en inaugure 25 nouvelles cette année, mettons une vingtaine l'année prochaine. Avant qu'on ait fait le tour, là, ça va prendre encore quelques années, n'est-ce pas? T'sais? Je veux qu'on parle un peu des défis. Vous avez mentionné évidemment les syndicats, puis c'était un défi énorme, puis on parle souvent avec Salim. Il y a des ministres qui rentrent au gouvernement, puis sont là pour faire une job, puis il y a tellement d'obstacles. Ça donne l'impression comme si les élus... servait à rien. Ouais, mais c'est ça, leurs mains sont liées, puis on peut rien faire. C'est le système, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a quand même d'autres défis. Et je veux revenir un peu à... Il y a quelques mois, vous aviez annoncé une réforme sur l'enseignement du français, sur la réussite scolaire. Oui. Juste un peu comment ça va, comment ça avance, puis quelques éléments de qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans cette réforme-là. Bonne question. Ça avance. Changer... le contenu d'un cours, c'est pas chose facile, hein, parce que, tu sais, ça se décide pas sur un coin de table dans un bureau, là. Par exemple, dans le cas de la révision du cours de français, ce qui se passe présentement, c'est que tu as une équipe d'experts qui travaillent avec les professeurs de français, qui travaillent avec les enseignants de français, qui travaillent avec les chercheurs, qui travaillent avec... des spécialistes de la langue, des spécialistes de l'enseignement de la langue, des spécialistes de la didactique, etc., etc., et qui sont en train, donc, d'élaborer ce nouveau cours, ce nouveau programme de français qui, c'est l'objectif, entrera en vigueur pour 2026, partout au Québec. L'objectif, c'est de faire en sorte que les élèves réussissent mieux et apprennent... apprennent davantage la langue, réussissent mieux à la maîtriser, à l'assimiler, et je dirais, apprennent à l'aimer davantage, Georges. Parce que, on l'entend souvent, les élèves disent « Ah, le français, là, c'est compliqué, c'est pas facile. » Puis moi, ce que j'ai donné comme directive, ou pas directive, comme orientation à l'équipe qui est en train de faire cette révision-là, je leur ai dit, essayez d'incarner la langue, essayez de l'enseigner à travers la culture québécoise. Donc, se servir de livres jeunesse ou de livres points, des classiques, par exemple, de notre littérature, de certaines séries télévisées, de certains films québécois, de certaines chansons, pour que les élèves voient que la langue, c'est pas juste une affaire de grammaire, puis de syntaxe, puis de faute d'orthographe. La langue, c'est aussi un moyen de communiquer une culture, de communiquer de la musique, du cinéma, etc., etc. Parce que, vous l'observez sans doute, toi, je sais que tu as des enfants. Salim, as-tu Georges, tu as des enfants? Oui, j'ai deux filles, oui. Bon, ben moi, j'en ai 3. Puis, je vais vous dire,
ils sont aspirés par les réseaux sociaux, ils sont aspirés par les grandes plateformes comme Netflix, ils sont... Tu sais, pas besoin de vous l'expliquer davantage. Et donc, si on veut préserver ce qui fait que le Québec est unique, c'est-à-dire sa langue et sa culture, il faut qu'à un moment donné, le lien se fasse entre les deux, puis il faut que les jeunes, nos enfants, réalisent que oui, il y a la culture américaine, je dirais la culture internationale, planétaire, oui, mais qu'il y a aussi cette identité qu'on a chez nous qui est unique. Qui est unique, mais puis qui est aussi qui est belle. Il y a des. Tu sais, moi, je suis un fier Québécois, là. Puis je pense qu'on apporte quelque chose de différent à l'expérience humaine. Puis je pense que ça vaut la peine de le préserver, ça. Absolument. Bon. Et puis, si on était capable, à travers des œuvres culturelles, à travers des choses vivantes, là, d'enseigner la langue, je pense qu'elle serait davantage pertinente, puis probablement qu'il l'aimerait davantage. Il aurait davantage le goût de l'apprendre, de la parler, de bien l'écrire, etc., etc. C'est ça l'orientation, George, que j'ai donnée aux experts. Puis, je leur ai parlé encore, c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, puis les travaux avancent bien, me dit-on. Je veux poser une question, puis ça revient à un débat, tu sais, ça fait des années puis des décennies au Québec. Et moi, je suis un enfant de la loi 101, je suis fier de l'être. Moi, j'ai grandi dans une famille d'immigrants grecs. C'était le grec qu'on parlait à la maison. Donc, le fait que j'ai pu, à cause de cette loi-là, apprendre le français, c'est quelque chose que je tiens avec... Es-tu fier de ça? Beaucoup. Oui, très fier. Tu l'as jamais senti. Tu n'as jamais senti que c'était comme un... que tu étais forcé de l'apprendre, puis que... Peut-être quand on était très jeune, tu sais, le français, mais tu sais, en grandissant, on réalise, et c'est peut-être les valeurs que mes parents nous ont données, que tu sais, c'est important de connaître des langues. Donc, ils ont misé beaucoup sur l'apprentissage du grec. L'anglais, évidemment, on le parlait couramment. Fait que t'es trilingue, toi, là. Exactement. Donc, c'est quelque chose que je tiens avec beaucoup de fierté. Avec raison. Et... Moi, je suis un Kumbaros. Savais-tu ça? Ouais. Où? Avec qui? Avec mon grand chum, Carlos. Ah ouais? John Carlos. D'ailleurs, je suis sérieux. Moi, j'ai été président de l'Université d'Ottawa, OK? Tu permets, je te raconte une histoire? C'est à ça que ça sert? Absolument. Exactement. Bon, regarde, moi j'ai été j'étais allé à l'Université d'Ottawa, OK? Bon, parce que je voulais apprendre l'anglais, parce que Québec avait dit non au référendum, puis moi, j'ai dit, OK, ben regarde, si on n'est pas resté dans le Canada, on va aller découvrir le Canada. Fait que je me suis inscrit à l'Université d'Ottawa. J'ai demandé d'être avec un roommate qui parlait anglais, mais français aussi, parce que mon anglais, c'était vraiment pas bon. Fait qu'ils m'ont trouvé quelqu'un qui parlait les deux langues. Fait que comme ça, je pouvais poser des questions puis apprendre un peu mon anglais. Puis j'ai fait application pour être petit page à la Chambre des communes et contre toute attente, ils m'ont choisi. J'étais un des rares unilingues. J'étais pas supposé de prendre des unilingues, mais il y avait tellement d'unilingues du côté anglo qu'ils en ont pris 2 franco. Fait que moi puis une fille de l'Abitibi, ils ont décidé de nous amener au Parlement. Tu parles pas anglais au Parlement. Je vous raconterai des histoires. Là. Mais bref, j'ai appris l'anglais de cette manière-là. Puis bref, je me présente aux élections, deviens président de la Fédération des étudiants de l'Université d'Ottawa. Là, je me retrouve dans la grande assemblée de la Ontario Federation of Students. Et là, il y a le président de Windsor SAC, de l'Association étudiante de Windsor, qui s'appelle John Carlos Tilfidis. Puis on est devenus, mon gars, 2 super buddies. Je te parle du début des années 80. Aujourd'hui, on est encore des chums. On va au hockey ensemble. Lui, il porte toujours son petit chandail des Maple Leafs de Toronto. Juste m'écœurer. Puis là, on est dans les estrades. Puis là, il y a toujours des fois, à RDS, il voit que je suis là. Puis là, ils viennent, la caméra, c'est arrivé 2 fois. La caméra vient sur nous. Puis j'ai un gars à côté de moi qui porte le chandail des Maple Leafs. Puis là, il est chum. Puis là, tu sais, là, j'ai dit, il y a du monde qui nous regarde qui pense que je suis un fan de Toronto. Oui, c'est ça. C'est qui ce gars-là? Comment ça se fait qu'il se tient avec du monde qui porte des chandails de Toronto? Mais bref, Carlos, à un moment donné, il y a eu des enfants, puis il m'a demandé d'être le parrain d'une de ses filles. Ouais. C'est comme ça que je suis devenu un Kumbaros. Ouais. Bon, j'ai appris après que je n'étais pas un vrai Kumbaros, parce que pour être un vrai Kumbaros, il faut que tu sois grec orthodoxe. Bon. Tu savais ça? Ouais, je le savais. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je suis un Kumbaros pareil, comprends-tu? C'est ça que ça compte. Mais tout ça pour dire, et c'est une merveilleuse histoire. Et
c'est bien que vous faites ce lien-là avec la communauté anglophone parce que on parle souvent avec des francophones dans les régions qui veulent apprendre plus l'anglais. Et on parle avec des anglos de l'ouest de l'île de Montréal ou ailleurs qui voudraient parler plus le français. Évidemment, les circonstances font en sorte qu'ils sont limités. Et il y a toujours cet argument-là qui revient. Pourquoi ne pas rendre les écoles plus bilingues? Puis attention, je ne parle pas de rendre la province du Québec bilingue. Ouais. Je dis pourquoi ne pas donner cette opportunité aux élèves. Comme moi, je suis allé dans une école, c'est une école française, francophone. Ça appartient à la communauté hellénique du Grand Montréal. OK. On apprenait, c'est comme 80% en français. Ensuite, il y avait une portion en anglais. Puis, il y avait une autre plus petite portion en grec. Donc, tous les jours, on était exposés. Français, anglais, grec. Français, anglais, grec. C'est une école publique? Une école privée. Privée subventionnée. Exact. Ouais. Confessionnelle ou pas confessionnelle? Non, non. Ce n'est pas une école religieuse. On le dit ici, là, tu sais, juste pour... Ouais. Donc, on est sorti de cette école-là, des petits jeunes trilingues, qui parlent quand même couramment le français, l'anglais et le grec un peu moins bien parce que on s'intègre de plus en plus dans la société québécoise. Mais je trouve que c'est une excellente idée d'avoir des écoles partout au Québec où les élèves apprennent le français, apprennent l'anglais, puis ils peuvent maîtriser la langue de leur choix. Et pour moi, c'est important de comprendre, de parler le français, de s'intégrer dans la culture québécoise, de regarder des films, d'écouter de la musique, etc., au lieu d'avoir des communautés qui soit sont limitées et qu'ils veulent, comme par exemple la communauté anglophone ou les Français peut-être en région qui veulent apprendre l'anglais puis ne peuvent pas. Oui, mais moi je vais te dire, Georges, d'abord, dans certaines écoles du Québec, ils font déjà le programme d'anglais intensif, là. Ça, c'est-à-dire qu'ils font la moitié de l'année en français, puis après ça, ils font la moitié de l'année en anglais. Ça existe déjà, ça. Dans quand même pas mal d'écoles. Puis ça, c'est au conseil d'établissement de le déterminer. C'est les parents qui, avec le personnel scolaire, à un moment donné, peuvent dire bon, on aimerait ça que notre école offre cette possibilité-là. Donc ça, ça existe déjà. Mais je te dirais, George, puis je suis certain que c'est pas la réponse que tu souhaiterais, là, mais moi, je vais te dire, actuellement, j'ai pas l'impression que l'apprentissage de l'anglais est un gros problème. Quand je regarde les résultats là, aux examens ministériels, là, je vais te dire, les élèves, ils font des bons résultats dans l'épreuve ministérielle là, en anglais. Moi, je vais te le dire comme ça, Georges, je suis beaucoup plus inquiet actuellement du niveau de maîtrise du français que de l'apprentissage de l'anglais. L'anglais, ils sont tellement exposés, il y a tellement de possibilités. Je pense qu'un jeune qui veut apprendre l'anglais, c'est pas compliqué. C'est pas tellement compliqué. Ouais. Puis tu sais, je pense que, tu sais, mon enjeu, en fait, c'est... Moi, je vais te dire, ma crainte, là, Georges, là, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, les francophones se demandent c'est quoi l'utilité du français? Ça, faut pas en arriver là. Faut pas en arriver là. Puis par moment, j'ai l'impression que... C'est pour ça que j'en reviens à la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. D'incarner la langue dans la culture québécoise, ça lui donne une pertinence, puis ça lui donne comme un visage, puis ça lui donne une forme concrète dans le quotidien. Parce que si on ne réussit pas à incarner la langue dans ses multiples dimensions, puis que la langue ne devient qu'un outil de communication, à un moment donné, je crains qu'il y ait des Québécois qui se disent ben, si le français, c'est pour être juste un outil de communication, pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de continuer à vivre en français? On pourrait en apprendre juste une, puis de toute façon, le reste de l'Amérique parle cette langue-là déjà. Tu comprends? Je vois, actuellement, je vais te dire, je suis beaucoup plus inquiet des dangers qui pèsent sur la langue française que des risques que nos enfants ne maîtrisent pas bien l'anglais. Ben, d'ailleurs, Monsieur le ministre, je vais vous dire, très honnêtement, moi, j'ai 3 enfants comme vous. Et moi, c'est plus important pour moi que mes enfants maîtrisent
Et quand je dis maîtrise, c'est pas juste le parler, maîtrise bien, voire très bien le français. D'autant plus que le français, quand il est maîtrisé, on l'aime encore plus. Et là, je m'en vais sur ce terrain-là. J'ai comme l'impression que l'apprentissage du français n'est pas assez élevé. Parce que si on arrive à des résultats dans les épreuves ministérielles qui sont en deçà de ce qui est attendu, de ce qui est souhaité, de ce qui est voulu, ça veut dire quelque part que c'est pas juste l'environnement. Il y a aussi l'apprentissage à l'école du français où on n'en demande pas assez aux élèves. Et peut-être, puis là j'ouvre une boîte de Pandore, mais c'est pas le ministre de l'Éducation qui le dit, c'est Salim. Je suis même pas sûr que dans toutes les écoles, le niveau d'enseignement assuré par les enseignants eux-mêmes en français est assez élevé. Ouais, mais là, c'est un vaste débat. C'est un vaste débat. Là, dans le fond, tu ramènes ça à la formation initiale. Absolument, 100%. Dans le fond, la question que tu poses, c'est est-ce que les facultés d'éducation enseignent correctement ou à un niveau suffisant les bases pour permettre à nos enseignants par la suite de bien enseigner le français dans les classes du Québec. Oui, mais je ne veux pas généraliser parce que la généralisation est contre-productive. Je ne suis pas en train de dire que les professeurs du primaire et du secondaire en français ne sont pas bons. Ce n'est pas ce que je cherche à dire. Okay. Ce que je cherche à dire, c'est que le niveau enseigné dans les écoles, à mon sens, Et pas suffisamment exigeant? Et pas suffisamment exigeant. Ben, écoute, il y a un programme de français qui doit être suivi. Maintenant, on est en train de le réviser. Puis ça faisait 25 ans qu'on ne l'avait pas révisé. Puis on s'entend-tu que les élèves d'il y a 25 ans puis les élèves d'aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes élèves. Là. Écoute, là, les élèves d'Internet, les élèves des réseaux sociaux, les élèves des jeux vidéo, n'existait pas il y a 25 ans. Là. En tout cas, pas au niveau où c'est le cas présentement. Alors, moi, je vais dire, je les côtoie, les enseignants, là, puis en particulier les enseignants qui enseignent le français, là, et ils ont un très, très grand amour de la langue. Ils veulent que leurs enfants, que leurs élèves l'aiment. Ils veulent que leurs élèves l'apprennent, la maîtrisent. Je suis convaincu de leur volonté de bien l'enseigner. Et puis, ce que j'espère, c'est qu'avec la nouvelle façon d'enseigner, avec le nouveau programme de français, qu'on va les outiller encore mieux pour leur permettre d'obtenir des résultats encore plus... encore plus satisfaisant que ceux qu'on obtient présentement. Parce qu'actuellement, oui, il faut le constater, puis il faut pas comment dire, avoir peur de le dire, les résultats sont à la baisse, en particulier en français écrit. Et à l'intérieur du français écrit, c'est, je dirais, la dimension orthographique là, qui est problématique. Mais, tu sais, la dimension orthographique, elle est importante. Loin de moi l'idée d'en diminuer l'importance. Mais je pense qu'il y a une dimension au moins tout aussi importante, puis c'est la syntaxe, la construction de la phrase. Puis parce que nos élèves, justement, nos enfants passent beaucoup, beaucoup de temps en relation avec l'anglais, par les manières dont on vient de parler déjà, il y a un danger qu'à un moment donné, la construction de la phrase en français soit influencé par la construction de la phrase en anglais. Et là, ça devient compliqué. Parce même que là, les adultes, d'ailleurs. Hein? Ça arrive même aux adultes. Oui, mais nous autres, on est confrontés à ça. Là, oui. Tu sais, parfois, on se reprend parce qu'on se rend compte que pour laquelle... Moi, le mot « adresser » me hérisse le poil. Ah, moi aussi. Ah, mon Dieu, j'espère. Répète-le constamment là, parce que, écoute, c'est en train de s'installer sérieusement. oui. Là. Et puis mon équipe au cabinet, moi, ils savent, là, des fois, je me choque. Ouais. Je me choque parce que c'est en train, effectivement, de devenir normal. Oui.
Et on adresse une lettre, là, mais on n'adresse pas un enjeu. C'est ça, exactement. Puis il y a des beaux mots. On aborde. On aborde, effectivement, oui. On compose, on fait aborde. face. Il y a toutes sortes de façons de le dire. Malheureusement, to address est utilisé de plus en plus. Effectivement. Alors, loin de moi l'envie de raccourcir cette partie-là, parce qu'on pourrait effectivement en parler très longtemps, mais je m'en voudrais, et Georges probablement m'en voudrait aussi, si j'abordais pas un sujet quand même qui a été important dans les dernières semaines, qui est celui de l'école Bedford. Honnêtement, quand c'est sorti dans les médias, puis qu'on a parlé de ce rapport, il y avait même un premier rapport, mais enfin, vous en avez commandé un deuxième, je crois, votre ministère a commandé un deuxième. On attend le rapport des vérificateurs dans 3 autres écoles. Là. Oui, absolument. Dans les prochains jours. Là. Exactement. Mais je donnais l'exemple de Bedford parce que c'est le premier qui a été le plus médiatisé aussi. Absolument. Alors, je vais vous donner mon sentiment. Moi, déjà, j'étais évidemment, comme une très grande majorité de Québécois, scandalisé par ça. Ouais. Puis honnêtement, pour moi, première chose que je me suis dite, faut les mettre dehors. Moi, je vous le dis, c'est Salim, c'est pas le ministre qui parle, c'est moi qui parle. Moi, c'est la première chose que je me suis dite. Mais tu sais que j'ai suspendu leur brevet. Absolument. Pendant la durée de l'enquête. Et le centre de service scolaire, quelques jours auparavant, les avait suspendus de leur poste d'enseignant. Évidemment, en suspendant leur brevet, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas quitter le centre de service de Montréal pour aller enseigner dans un autre centre de service scolaire. Là. Pour le moment, ils ne peuvent pas entrer dans une classe. Ils n'ont plus le permis pour enseigner. Il est suspendu. Et au terme des vérifications qui sont en cours, au terme des enquêtes, en fait, parce qu'il y a 11 comités d'enquête, un par enseignant, il est possible que les comités d'enquête me recommandent... vous voulez pas supposer les mots sont importants. Oui, absolument. Il est possible que ces comités d'enquête constatent qu'une faute grave ou des fautes graves ont été commises, ou encore que des gestes qui ont porté atteinte à l'honneur l'honneur et la... Ah merde, j'ai oublié. La protection? C'est l'honneur et la dignité. L'honneur et la dignité de la profession enseignante. Alors, si les comités d'enquête découvrent que ce fut le cas, donc des actes dérogatoires à l'honneur ou à la dignité de la profession ou encore une faute grave, à ce moment-là, s'ils le constatent, moi, je peux soit maintenir le brevet avec des restrictions, exactement, ou encore je peux suspendre ou je peux même révoquer le brevet. C'est fini. Tu ne peux plus enseigner dans une école du Québec. C'est ça. Et donc, c'est possible, ça. Mais attendons que les comités d'enquête fassent leur travail. Alors, absolument. Mais alors, justement, j'aime la manière dont vous ramenez ça et comment vous l'expliquez parce que, voilà, à qui sont, j'ai envie de dire, redevables ces enseignants? Parce que pour moi, il est là le cœur du problème. Qui est finalement, entre guillemets, le patron? Je ne parle pas de l'employeur, là. On comprend que c'est le centre de service scolaire. Mais il y a des moments où ces enseignants-là ont dit que les décisions qu'ils prenaient, par exemple, comme ne pas recevoir une orthopédagogue dans leur classe. Oui. Il le faisait au nom de l'autonomie. Exactement, il le faisait au nom de l'autonomie. Mais en même temps, lorsque il y avait des conseils d'établissement qui recommandaient certaines choses, il pouvait, au nom de l'autonomie aussi, les refuser. Les refuser, exactement. Alors, c'est l'autonomie dans certains cas. Oui. Puis, tout d'un coup, il n'y a pas d'autonomie dans des cas de plus gros bon sens. Alors, moi, je me pose la question, puis j'imagine que c'est la raison pour laquelle, dans les médias, etc., on a entendu parler de l'éventualité ou de la possibilité, ou d'étudier la possibilité d'avoir une sorte d'ordre professionnel pour les enseignants, parce qu'ils auraient
parce que cet ordre-là aurait, comment dire, le pouvoir. pouvoir et le mandat de protéger le public. En l'occurrence, protéger l'élève en premier lieu. Oui. Ouais. Ben, c'est un débat légitime, le débat sur l'ordre. Mais moi, je suis d'avis qu'on a déjà mis en place les leviers qui sont les leviers qui appartiennent à un ordre professionnel habituellement. Par exemple, la possibilité de sanctionner par les comités d'enquête, ça existe. Je viens de vous en faire la démonstration. Encore faut-il évidemment que les gens qui savent ce qui se passe ou qui sont témoins portent plainte. OK? Mais ça, que tu aies un ordre ou pas, ultimement, il faut qu'il y ait des plaintes, il faut qu'il y ait des signalements. Là. Bon. Dans le cas de Bedford, malheureusement, en tout cas, en ce qui a trait au ministère de l'Éducation, il n'y en a pas eu. Fait que ça, mais le pouvoir de sanctionner, il est là. Toute la question de la formation, qui est aussi une dimension importante d'un ordre professionnel, cette dimension-là de la formation existe elle aussi dans la loi. Il y a 30 heures de formation aux 2 ans qui doivent être suivies par les enseignants. Est-ce qu'ils le sont? Est-ce que ces 30 heures sont suivies? Dans certains cas, peut-être, mais dans d'autres cas, ce n'est pas le cas, ou en tout cas, on n'a pas la preuve ou on n'est pas capable de retrouver, je dirais, les traces de ce 30 heures. Et là, il faut que les directions d'école soient beaucoup plus assidues dans la responsabilité qu'elles ont de s'assurer que les 30 heures de formation se font. Par ailleurs, on va créer l'Institut national d'excellence en éducation qui va encadrer les formations, qui va les accréditer dans certains cas. Donc, on va avoir un instrument pour s'assurer que la formation continue est encore plus importante qu'elle ne l'est déjà. Donc, sanctions, formation. Et pour ce qui est de la protection du public, on a créé le poste du protecteur national de l'élève qui sert justement à protéger l'élève, à protéger le public, entre guillemets, dans le cas des écoles. Et donc, bon, c'est une nouvelle institution. Là. Ça a commencé dans les faits en septembre dernier. Là. Les protecteurs régionaux de l'élève, là, qui se rapportent au protecteur national, là, ils sont entrés en action, si tu veux, à partir de septembre dernier. Donc, c'est une nouvelle institution. On apprend encore à travailler avec elle. Mais bref, moi, Salim, je respecte le point de vue de ceux qui disent que ça prendrait ça, un ordre. Mais moi, je réponds, ben écoutez, l'ordre, dans les faits, il existe déjà. Si on prend ces 3 grandes composantes, l'ordre, les caractéristiques d'un ordre sont déjà en place. Et donc, moi, j'ai le goût de faire fonctionner ce qui existe déjà, d'activer les leviers qui existent déjà, plutôt que de me lancer dans un grand débat qui va prendre des années. Et puis, pendant ce temps-là, ben, je veux dire, on va faire quoi, là? Moi, je préfère... Il y en a des moyens qui existent, là. Bon, ben, faisons-les fonctionner pour que l'enseignement se fasse correctement et que les élèves soient, au cœur du système scolaire. Puis parfois, on a l'impression, comme à Bedford, honnêtement, à Bedford, quand tu prends un peu de recul, une des conclusions auxquelles on en vient, c'est que pour certains adultes, leur intérêt et leur idéologie, j'utilise ce mot-là haïtien, leur conviction était plus importante que le bien-être de l'enfant. Il y avait de l'incompétence aussi. Ah, puis il y avait, bien sûr qu'il y avait de l'incompétence là-dedans. Mais quand on t'offre des formations, puis tu dis, non, moi, j'en prends pas de formation parce que moi, j'en ai pas de problème. Ben, c'est parce que là, si tu veux améliorer ton enseignement, il faut d'abord que tu reconnaisses qu'il est inadéquat. Hein? Si tu ne reconnais pas ça au point de départ, ben là, je sais pas, là, est-ce qu'un ordre, il changerait quelque chose? Là? Je pense qu'il y a un état d'esprit à changer, là, d'abord et avant tout. Mais c'est intéressant que vous amenez l'aspect idéologique parce qu'éventuellement, on voulait rentrer dans ce terrain-là. Spécifiquement sur la loi 21. Et on commence à se poser la question, est-ce que la loi 21 fonctionne? Puis là, on parle de l'école Bedford, il y a eu l'autre école, Alphonse Pesant, puis là, il y a 3 autres qu'on attend l'enquête.
qu'est-ce que la loi 21 aurait pu faire? Elle ne l'a pas faite. Est-ce qu'il y a un autre problème au-delà de la loi 21 qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il faut peut-être reviser la loi 21? Vous avez des collègues au Parlement, notamment le Parti québécois et du côté du Parti conservateur qui disent que le problème, c'est pas la religion, le problème, c'est l'islamisation. Il faut noter la différence entre l'islam et l'islamisation. Absolument. Mais on se demande... Et l'islamisme, en fait, là, oui. Ouais, exactement. Donc, la loi 21, ça a servi à quoi finalement dans des cas comme ça très particuliers où c'était justement, on a mis le focus sur ces professions-là avec la loi 21. Donc finalement, ce qu'on porte sur la tête ou autour du cou, ça n'a pas changé grand-chose. Là. Ben, moi, je suis pas d'accord avec cette lecture-là, Georges, en tout respect. Parce que tu as raison de dire que dans le cas de Bedford, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, il n'est pas question de signes religieux, mais il est question, dans certains cas, en tout cas, de comportements religieux ou encore de gestes ou d'attitudes qui semblent motivés par des convictions religieuses. Ce qui n'est pas prévu dans la loi 21, justement. Justement, Georges, ça l'est. Quand on dit dans la loi 21 que les institutions publiques doivent être neutres, il doit y avoir neutralité religieuse dans les institutions publiques, à plus forte raison dans les écoles, moi, je prétends que dans le cas de Bedford, il y a eu des moments où le principe de la neutralité religieuse n'a pas été respecté. Quelqu'un qui fait ses ablutions ne respecte pas la neutralité religieuse. Quelqu'un qui se met à prier devant un enfant évanoui ou qui vit un grave problème de santé, c'est un comportement religieux qui est inacceptable dans ces circonstances-là ou dans n'importe quelle autre circonstance, franchement, pour ce qui est de l'école. Des personnes qui décide de ne pas enseigner certaines matières du régime pédagogique comme les sciences ou l'éducation sexuelle, possiblement à cause de leurs convictions personnelles, convictions religieuses, parce que ça vient heurter leurs convictions religieuses. Des comportements parfois envers les filles qui semblent s'inspirer d'une philosophie rétrograde qui place la fille ou la femme en dessous de l'homme plutôt qu'égale à l'homme. Alors, tous ces comportements-là ou ces actes qui semblent s'inspirer d'un esprit religieux ou qui semblent incarner un esprit religieux viole la loi sur la neutralité religieuse, viole le principe de la neutralité religieuse, qui est un des fondements de la laïcité. Oui. Alors, moi, je pense que, pour répondre à ta question, Georges, je pense qu'il faut, comme société, puis c'est le mandat que nous avons reçu du premier ministre, il faut se demander qu'est-ce qu'on doit faire comme société pour améliorer l'édifice laïque sur lequel repose notre système d'éducation. Alors, excuse-moi, Salim, mais pour vous, donc, la proposition des oppositions de mettre fin au financement public de ces établissements est hors question. Et je comprends un peu la prudence avec laquelle le gouvernement agit parce qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire, bon, il y a eu un problème, donc le problème, c'est la religion. On coupe ça partout, across the board, comme on dit. Il faut être prudent parce que, à ma connaissance, c'est rare d'avoir vu des problèmes autour de cette question-là. Puis là, à cause que, comme vous dites, il semble avoir des liens un peu à une certaine religion, une façon, une idéologie, peut-être c'est pas prudent de dire, bon, à cause de ça, tout le monde, on élimine ça. Je comprends un peu la prudence du gouvernement, mais on est prudent, George, on est prudent depuis le début. Moi, je suis prudent. Je fais très attention parce que je reconnais le caractère très sensible de ces enjeux-là. Mais le mandat qu'on a reçu du premier ministre, c'est de regarder la place de la religion dans le système scolaire québécois, oui, dans les écoles publiques comme Bedford, mais aussi dans les écoles privées
subventionné. Et donc, on va le faire. On va répondre, évidemment, au mandat que nous a confié le premier ministre, à Jean-François et à moi-même. Et donc, on va y aller d'une manière très systématique, mais on va y aller et on va faire les choses dans l'ordre. Mais tu as raison de dire qu'il ne faut pas faire les choses dans l'empressement. Il faut prendre le temps de bien évaluer, d'arriver avec le bon portrait, de faire les bonnes vérifications. Moi, depuis le début dans cette histoire-là, là, je me laisse guider par les faits. C'est sur les faits que je m'appuie. Et on va continuer à s'appuyer sur les faits. Alors, justement, moi, j'aurais 2 petites questions là-dessus. Bon, la première, sur la loi 21. Je ne vous apprends rien, monsieur le ministre, puisque vous savez que moi, la loi 21, j'étais contre ça. Est-ce que vous êtes pour maintenant, Salim? Non. Alors, non, vous n'avez pas changé d'idée? Non, mais je vais vous expliquer, par exemple, pourquoi. Moi, j'étais contre la loi 21, certaines dispositions de la loi 21. Et on ne fera pas le débat, ce n'est pas le but. Mais parce que je l'ai considéré, puis je ne suis pas le seul d'ailleurs, puisqu'il y a un juge à la Cour supérieure qui avait dit qu'elle était discriminatoire. Certaines dispositions étaient discriminatoires. Mais la Cour d'appel... Non, la Cour d'appel a juste dit que la clause dérogatoire était légitime, chose à laquelle moi-même je consens. Non, mais la Cour d'appel a statué que la loi 21 était sur le fond des choses. Pas sur le fond, en tout respect. Pas sur le fond. Mais en tout cas, c'est pas le débat. Ce que je veux dire par contre, c'est que je suis extrêmement favorable à resserrer la laïcité. Moi, j'ai juste jamais considéré que la loi 21 était la laïcité. Et quand vous disiez tantôt, la loi 21, elle parle du principe de neutralité. Et que notamment, parce que je répondais à la question de George. Absolument. Et dans le cas, mais là-dessus, en passant, monsieur le ministre, je suis complètement d'accord. Le principe de neutralité de l'État, qui est un des piliers de la laïcité. Il doit se traduire dans le comportement des personnes qui travaillent. Mais à 100%. Oui. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je serais même très sévère sur ces choses-là et je serais probablement encore plus sévère que vous le serez sur la question, dans le sens que des comportements de cette nature n'ont absolument rien à faire dans nos écoles. Et moi, je pense même que c'est quelque chose qui devrait faire partie carrément des conditions d'emploi, même que ça devrait être discuté dans les conventions collectives. Là, ça doit faire partie des éléments qui devraient... J'irai assez loin. La loi 21, je ne suis pas d'accord sur certains aspects. Vous n'êtes pas d'accord sur la disposition concernant les signes? Absolument. Oui, mais parce que je considère que, par exemple, Bedford... avec ou sans kippa, avec ou sans voile, avec ou sans croix, avec ou sans ce que vous voulez... Oui. Le problème se serait passé. Donc, l'histoire des signes religieux, c'est autre chose. Mais moi, je resserrerais. Moi, je suis pour un resserrement des questions de laïcité et puis de pas laisser d'espace sur la question. Mais à la limite, mon opposition à la loi 21, en tout cas, certaines dispositions de la loi 21, c'est pas le sujet, c'est pas important. Je me réjouis que vous souhaitiez un renforcement. Qu'on ait un désaccord sur les signes religieux, on en prend bonne note. Oui. Mais tu sais, moi... Je suis pas politicien. Le fait... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout politisé, toi. Non, mais que l'histoire que la dimension signe religieux ne soit pas mise en cause dans Bedford, pour moi, c'est pas une raison pour la disqualifier. Tu comprends? Je comprends ça. Mais je respecte ta position. Ouais. Mais par contre, il y a des choses qui sont mises en cause par les comportements à Bedford qui, dans ton esprit et dans le mien, qui appellent à un renforcement. Maintenant, de quel ordre, puis... et de quelle façon. Voilà, de quelle façon, c'est ça qu'il faut, examiner. Absolument, parce qu'il faut aussi penser à toute la question aussi de la stigmatisation qui peut arriver et de comment certaines communautés peuvent se sentir. C'est très important, ça, dans le rapport. Puis moi, je l'ai dit dans toutes les entrevues, puis je prends grande peine de le répéter constamment. Le rapport dit qu'il y avait chez certains des enseignants qui s'opposaient à ce qu'on a appelé le clan dominant, là. Donc le clan des enseignants
qui ont eu des comportements rétrogrades et inacceptables. Alors, il y avait en opposition à ces enseignants des enseignants d'origine maghrébine, donc tunisienne, marocaine, algérienne. Et ça, c'est très important de le dire. Pas juste parce qu'il ne faut pas stigmatiser puis mettre tous les enseignants d'une origine, dans ce cas-ci d'origine maghrébine, dans le même bain, dans le même groupe. Pas juste pour ça, Salim. Parce que moi, je veux que les Québécois d'origine maghrébine, qui ne sont pas d'accord avec ces méthodes, qui ne sont pas d'accord pour que des comportements religieux se manifestent dans l'école publique québécoise, qui n'acceptent pas des méthodes rétrogrades ou une vision de l'éducation qui est ancrée dans le passé, qui souhaitent que l'enfant soit au cœur de l'enseignement puis qui veulent que l'enfant soit respecté puis soit aidé quand il y a besoin d'aide. Ces Québécois d'origine maghrébine qui sont d'accord avec tout ce que je viens d'énoncer, moi, je les appelle à l'action. Moi, je souhaite qu'ils se manifestent dans les assemblées de parents. Je souhaite qu'ils siègent sur les conseils d'établissement. Moi, je suis convaincu, Salim, qu'il y a une forte proportion de Québécois d'origine maghrébine qui adhèrent à ces principes et donc qui sont des alliés. Et il faut leur dire, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Nous avons besoin de vous. Et on sait que ce n'est pas toujours facile. Parce que des fois, il peut y avoir des pressions. Il peut y avoir des regards. De l'influence. De l'influence. Et il faut tenir tête à cette influence, tenir tête à ces pressions communautaires ou communautaristes. C'est pas toujours facile. Et puis, oui, parfois, ça peut prendre... ça prend une dose de courage, puis tu sais, je ne diminue en rien la difficulté. Mais vous comprenez quand même que lorsque M. Legault parle d'islamisation de l'école québécoise, ouais, ça met beaucoup de pression sur ces gens-là qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Mais raison de plus, à ce moment-là, quand je dis... D'ailleurs, êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a une islamisation de l'école québécoise? Ben, il y a dans ces comportements qu'on a vus à Bedford des comportements qui s'apparentent à effectivement une tentative d'une certaine mouvance religieuse d'exercer son influence dans l'école. Maintenant, comme vous savez, on est en train de faire des vérifications dans 3 autres écoles. On a demandé aux Québécois qui pourraient être témoins de certains phénomènes ou de certains comportements de ne pas hésiter à porter plainte, à faire des signalements. Alors, on verra si cet appel-là a été entendu, mais chose certaine, moi, ce que je souhaite, Salim, c'est mettre en place un cadre qui va faire en sorte que cette éventuelle tentative qui peut poindre à l'horizon ou qui peut déjà se manifester dans certaines écoles ne s'étende pas et qu'on mette en place des moyens pour l'en dissuader. Puis moi, je pense qu'à travers les gestes que nous avons posés par rapport à Bedford, je pense qu'il y a un élément de dissuasion là. Moi, je pense qu'à travers ces gestes-là, le signal que nous avons envoyé, c'est ces comportements-là sont inacceptables. S'il procède d'une tentative de noyautage communautariste, nous ne l'acceptons pas. Nous allons prendre les moyens pour la contrer et nous en appelons à la communauté de l'éducation, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel scolaire, les équipes écoles, les directions d'école, les directions de centres de services scolaires, les parents, de se lier puis d'être des partenaires dans cette volonté de contrer ce type d'attitude, de comportement, d'influence. Mm-hmm. Et puis j'en reviens, Salim, aux propos que vous venez de tenir. C'est justement parce que j'ai la conviction que pour une bonne part de nos concitoyens d'origine maghrébine, ils ne sont pas d'accord avec ça.
C'est justement ce pourquoi je dis que nous avons besoin d'eux et qu'ils sont des alliés et des partenaires dans cette volonté collective que nous devons incarner, puis que nous devons, sur laquelle nous devons, de laquelle nous devons nous inspirer pour agir. Moi, en ce qui me concerne, une dernière question, puis je vais laisser George par la suite. Justement, alors on parlait de renforcer la laïcité dans le monde éducationnel. Là, récemment, je pense que c'est le Parti québécois, il avait déposé une motion pour arrêter le financement des écoles privées confessionnelles, le financement public des privés confessionnels. Je pense que le Parti libéral avait embarqué, mais finalement, il s'est désembarqué, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, bref. Non, le Parti libéral a voté pour. A voté pour, et puis par la suite, je pense qu'ils ont mis un petit peu ça sous le tapis pour jusqu'à dans les prochains mois. Mais, oui, parce que le caucus était divisé sur la question, bien sûr. Mais alors, bref, je pense que Québec solidaire avait voté aussi en faveur de ça. Ouais. Justement, je me dis, le parti qui a voté la loi 21, donc qui est venu renforcer, si vous voulez, en tout cas, c'était l'intention. Le dispositif de laïcité. Le dispositif de laïcité. Comment ça se fait qu'il est prêt à continuer à financer des écoles privées, confessionnelles, où de la discrimination est faite, où l'égalité homme-femme prend le bord dès lors qu'on dit qu'une école, il va y avoir juste des garçons ou juste des filles, dès lors où une école musulmane ne pourrait pas accueillir quelqu'un de confession juive, parce que par définition, une école musulmane est pour les musulmans, une école juive est pour les juifs, une école catholique pourrait l'être. Je sais que dans le coin aussi de Lévis, on parlait aussi d'une école qui avait quelques complications à ce niveau-là. Alors, pourquoi continuer à les financer, sachant que l'un des principes de la laïcité, c'est la séparation des cultes et de l'État. Oui. Et donc là, on est en train de... Mais la laïcité, Salim, ça s'applique aux institutions publiques. Il faut faire attention. Mais c'est de l'argent public qui va là. Oui, c'est pour ça. Mais de l'argent public dans des institutions privées... Moi, je vais te répéter un peu ce que j'ai dit à Georges tout à l'heure. Jean-François Roberge et moi-même, nous avons reçu un mandat du premier ministre de faire le portrait de la situation de la religion, si on peut dire, dans le réseau scolaire québécois. Et avant de commencer à voter des motions comme ça sur un coin de table, là, juste pour que le PQ puisse marquer quelques petits points politiques, là, puis qu'il y ait quelques élus qui puissent aller sur Twitter puis nous narguer ou peu importe. Honnêtement, c'est pas de même qu'on gère un réseau scolaire, puis c'est pas de même qu'on gère un gouvernement. Et vous le feriez public-privé? C'est-à-dire vous allez observer ça? Oui, absolument. On va faire les deux. Mais on va d'abord faire les vérifications, comme je l'ai dit à Ruba Gazal, lorsqu'elle m'a posé la question en chambre. On va d'abord faire les vérifications, mais on ne va pas tirer les conclusions avant de faire les vérifications. Alors, il faut faire les vérifications, il faut aller voir exactement ce qui se passe, parce que parfois, je pense qu'il peut y avoir des zones grises. Alors, il faut voir quelles sont ces zones grises. Et après ça, il faudra voir comment on se gouverne collectivement par rapport à ça. Puis là, les différents partis politiques prendront leurs responsabilités. Parfait. Peut-être une dernière question, parce qu'on vous a gardé très longtemps, puis ça va nous ramener un peu à ce qu'on disait au début sur la gouvernance un peu. Parce que d'après moi, oui, correct, il y a ces incidents-là qui sont très troublants, mais au-delà de ça, moi, je vois un problème qui est encore plus important. Comment est-ce qu'on a pu arriver à ce point-là où il n'y a aucune communication qui se fait au niveau du ministère, il y a des comportements des enseignants et des enseignantes qui ne sont même pas signalés de la direction des écoles. Il n'y a personne qui savait ce qui se passait dans cette école-là. Peut-être c'est le cas dans les autres écoles aussi, on va voir. Non, c'est-à-dire ils savaient ce qui se passait. Oui, mais vous, au niveau du... c'est ça. Non, effectivement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ce point-là? Parce que moi, le problème il est peut-être un peu plus grand à ce niveau-là, le fait que les personnes qui sont en charge de mettre sur pied un système d'éducation propice ne sont même pas au courant de ces incidents-là, de ces problématiques-là. Moi, je veux dire, Georges, je pense pas l'avoir dit de cette manière-là jusqu'à maintenant dans le débat public, là. Mais je pense qu'on est dû pour
une responsabilisation face aux enjeux et aux défis de l'éducation. Quand tu travailles dans une école puis que tu observes des comportements qui sont inacceptables, tu te dois, comme enseignante ou membre du personnel scolaire, de les dénoncer. Même si le syndicat ne veut pas que tu les dénonces, même si tu te tournes vers ton syndicat qui te dit occupe-toi, regarde, règle ça avec tes délégués syndicaux à l'interne. Là, puis on a vu à Bedford ce qui s'est passé. Là, ils leur ont dit règle ça avec les délégués syndicaux, sauf que les délégués syndicaux, la direction syndicale, faisait partie du problème. OK? Bon. Fait que là, à un moment donné, si les institutions ne fonctionnent pas, toi, tu as comme personne, enseignante, TES, professionnel, directrice d'école, directeur d'école, membre de la direction du centre de service scolaire, parent, tu as une responsabilité de dénoncer, de signaler. Et tu peux le faire à la direction d'école, tu peux le faire à la direction du centre de service scolaire, tu peux le faire au protecteur du citoyen, tu peux le faire au ministère de l'Éducation. Il y a toutes sortes d'endroits où tu peux le faire. Et si à un endroit, ça ne fonctionne pas, ben passe à l'autre. Et à un moment donné, il y a un danger, Georges, quand on commence à regarder les grands ensembles, il y a un danger qu'à un moment donné, on blâme les institutions plutôt que de se poser la question, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire et j'aurais dû faire? Et la loi 47 que j'ai fait voter, là, qui a fait en sorte d'ailleurs que j'ai été capable de déclencher les 11 comités d'enquête, même si je n'avais pas eu de plainte formelle, bien, cette loi 47 prévoit la dénonciation obligatoire quand tu observes des comportements qui pourraient porter atteinte à la sécurité physique et psychologique des élèves. Ces dispositions-là vont faire en sorte que par la loi, on va devoir se responsabiliser comme acteur et actrice du milieu scolaire. Dès que tu vas voir quelque chose qui pourrait porter atteinte à la sécurité physique et psychologique, tu auras l'obligation légale de dénoncer. Cette loi-là, elle a été votée. Et puis, ces dispositions-là vont entrer en vigueur. Et il faut s'assurer, évidemment, de bien définir qu'est-ce que c'est un comportement pouvant porter atteinte à la sécurité physique et psychologique. Il faut s'assurer que ça tienne la route sur le plan juridique. Mais le principe est clair. Nous avons tous une responsabilité dorénavant de dénoncer lorsque nous voyons des choses qui sont inacceptables. Ne plus attendre que d'autres le fassent pour nous, que d'autres le fassent à notre place. Ce fut une excellente conversation. Vraiment, vraiment. Et encore là, on veut vous remercier, Monsieur le ministre, pour le temps que vous nous avez accordé. Franchement, on l'apprécie énormément. Et pourquoi pas, on va vous souhaiter une bonne semaine de relâche en espérant que vous auriez... en espérant que vous auriez le temps de vous reposer quand même un tout petit peu. Oui, mais tu sais que ça n'existe pas, une semaine de relâche. Une semaine en circonscription. C'est ça. C'est-à-dire, le Parlement ne siège pas, mais on est en circonscription. C'est beaucoup de travail, comme vous le savez. Vous avez tous les deux travaillé en politique. Et par ailleurs, je vous l'ai dit, mais cette semaine, moi, j'inaugure 5 écoles. Puis à travers ça, il faut continuer à gérer le ministère. Fait qu'entre chaque école, quand je retourne à la voiture, Amélie, ici présente, vous le confirmerez, il faut répondre aux courriels, il faut répondre aux textos, il faut continuer il faut faire en sorte que les dossiers continuent d'avancer. Là. Puis là, il y a plein de dossiers dont on aurait pu parler qu'on n'a pas abordé. Vous allez revenir, monsieur le ministre. Le mandat qu'on a eu par rapport au civisme, c'est très important. Je l'avais dans ma liste, justement. La question de la réussite des garçons, c'est très important. Continuer à développer un système de données qui va nous permettre de gérer plus efficacement le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, dis-je bien, et utiliser les données de plus en plus pour identifier, dépister les élèves à risque de décrochage. L'intelligence artificielle là-dessus peut beaucoup nous aider. Il y a des centres de services scolaires qui le font déjà. Ils utilisent les données et l'intelligence artificielle pour identifier les élèves à risque de décrochage et intervenir auprès d'eux avant qu'ils n'interviennent. Là-dessus, la technologie, la science
permettre des avancées extraordinaires pour diminuer le décrochage, prévenir le décrochage. Ça aussi, on aurait pu en parler. J'aurais pu vous parler de formation professionnelle. Moi, je pense que les métiers ne sont pas suffisamment valorisés et Dieu sait qu'on en a besoin. Et puis, moi, je pense qu'avoir un diplôme en formation professionnelle, c'est un aussi beau diplôme que les autres diplômes disponibles. Un diplôme est un diplôme, puis si tu décides de choisir un métier spécialisé, tu vas très bien gagner ta vie, tu vas être heureux, puis tu vas être très utile socialement. On aurait pu parler de ça. Non, mais... Bon, les projets particuliers, là, je sors d'une école ce matin, une école secondaire, là, à Mirabel, à Mirabel. Et tous les élèves de l'école secondaire participent à un projet particulier, même les élèves qui sont en adaptation scolaire, qui ont de grands besoins particuliers. Puis on le sait, ces projets particuliers, ça peut être du sport, ça peut être de l'art, de la musique, du théâtre, peu importe, la technologie, entrepreneurship. Il y en a, je pense, c'est 37 ou 38 projets particuliers dans cette école-là. Tous les élèves en font partie. Puis ça te fait aimer l'école. C'est bon pour lutter contre le décrochage. On aurait pu parler de ça. On aurait pu parler de violence et d'intimidation, n'est-ce pas? C'est un grand... Honnêtement, c'était tout dans ma liste. Hein? C'est un très, très grand... Alors, tu sais... Moi, si vous avez encore 1 heure, ça me dérange pas. On va toutes les... on va s'en garder pour la prochaine fois. Mais le fait que le 8 août, l'affectation 8 août, ça, c'est un gain formidable du dernier contrat de travail. Là. On a réussi à faire une affectation beaucoup plus tôt en nous, ce qui a fait en sorte, là, les médias ont fait leur travail. Ils ont mis l'accent sur les 2000 quelques enseignants qui manquaient à la rentrée, entre 2 et 3 000, si je me rappelle bien. Mais il y avait 97 % des postes qui étaient comblés pour la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, cette année, c'est beaucoup mieux passé que l'année passée. Il y a beaucoup d'enfants qui avaient leur enseignant pour la rentrée scolaire. 97 % des postes comblés. Bien, ça, c'est une avancée exceptionnelle. Tu peux mettre l'accent sur le 2 à 3 000 qui manquait, mais il y en avait 95, 96 000 qui étaient comblés. Ça aussi, tu sais, quand je dis qu'il faut mettre l'accent aussi sur le positif, puis là-dessus, je salue les centres de services scolaires, puis oui, je salue le fait que les syndicats ont collaboré. Bon. Tu vois? Non, mais c'est la preuve qu'ils sont capables. Tu comprends? Il y a moyen de travailler ensemble pour améliorer. Comme l'intimidation et la violence, moi, un des enjeux que j'ai, c'est pas juste l'intimidation et la violence entre les élèves, c'est aussi le fait que notre personnel scolaire est victime de violence. Je trouve ça... ça me bouleverse quand j'entends parler de ces histoires d'enseignants ou de TES ou de professionnels ou d'éducatrices qui ont été agressés par des enfants, qui ont été mordus, frappés, blessés. C'est inacceptable, ça. Puis moi, j'ai tendu la main, en particulier à Éric Gingras, le président de la CSQ, dont fait partie la FSE, qui est le plus grand syndicat enseignant. Puis il doit me revenir avec des propositions. Apparemment, ça s'en vient. Mais moi, tu vois, il y a des domaines où on peut travailler ensemble pour l'éducation, puis ultimement pour les enfants. Alors, il y a de l'espoir, OK? Il y a de l'espoir, Georges. Absolument. Il y a de l'espoir. Okay. Puis, honnêtement, moi, je vais vous dire une chose, monsieur le ministre. D'abord, merci beaucoup du temps que vous avez mis. Puis c'est certain qu'on aurait pu discuter de plusieurs de ces dossiers. Je m'en excuse d'ailleurs parce que en réalité, c'est qu'on a un format long, mais en même temps, on ne peut pas toutes les aborder. C'est moi le problème. J'ai sans doute donné par contre, je peux vous dire que ma prémisse de tantôt, qui disait que vous donnez l'air d'être passionné par votre rôle de ministre de l'Éducation, après, je ne sais pas, 1 heure et quelques, 1 heure et demie. Vous allez garder tout ça, là? Est-ce que vous voulez qu'on en coupe? Non. Okay. Bon, ben, donc, on va le garder. Vous allez le garder comme ça? Oui, c'est long. Ouais, mais il y a du monde qui écoute. Les gens écoutent. Ils sont intéressés. Ouais. Croyez-le ou non. Donc. Amélie... Elle doit avoir hâte que je m'en aille. C'est intéressant. C'est ça. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Votre temps, merci pour l'invitation. C'est très constructif comme discussion. Mais enfin, c'est un bel espace. Vous aviez raison de dire que c'est un bel espace où on peut exprimer, prendre le temps d'exprimer des idées en nuances. Complexes. Ou en tout cas, de s'exprimer sur des sujets complexes qui commandent effectivement
une réponse nuancée. Exact. Et votre podcast, votre Format. balado le permet, puis je vous en félicite. Merci beaucoup. encore une fois. Et à tous ceux qui nous écoutent, allez nous suivre partout. Et on vous voit encore avec un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Ciao. au revoir. Salut!